Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Il est 7h41 et c'est le moment de votre rendez-vous Sun Business avec Clément Lessort. Et aujourd'hui, nous recevons dans nos studios Simon Robic, qui est cofondateur et PDG de Bringr, un outil de mesure des réseaux sociaux pour les professionnels. Et aujourd'hui, on va parler de l'acquisition de sa société par iAdvise, leader européen de l'engagement client en temps réel, et aussi des gros enjeux actuels liés aux réseaux sociaux. Oui, merci Arnaud, bonjour à toutes et à tous, et tout ça commence en 2013. Alors Simon Robic, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. En 2013, vous partez du constat très simple qu'une grande partie des entreprises, 60% des marques, ne savent pas mesurer l'impact de leurs actions sur les réseaux sociaux, alors que les budgets publicitaires ou les ressources humaines qu'elles y consacrent sont de plus en plus importantes. Exactement, c'est vrai, et c'est un peu une particularité parce que sur le reste des canaux en ligne, eh bien on sait exactement combien on dépense et combien ça nous rapporte. Et quand il s'agit de réseaux sociaux, les marques effectivement ils dépensent de plus en plus d'argent parce que soit ils recrutent des collaborateurs pour s'équiper de ces sujets. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ça aujourd'hui, soit ils dépensent beaucoup d'argent en publicité, et puis en face, eh bien on ne sait pas combien ça nous rapporte, et on trouvait que c'était un peu bizarre et qu'il y avait du coup une réponse à apporter à ces questions qui sont fondamentales. Et c'est pour ça effectivement qu'on a créé Bringr en 2013, il y a 2 ans maintenant. Alors les grands groupes, les grandes entreprises, Simon Robic, sentent qu'il faut y aller. En revanche, est-ce qu'en France, très clairement, les grands groupes négocient efficacement leur transformation digitale et notamment dans leurs relations avec leurs clients ou leurs prospects ? De plus en plus. Alors sur la transformation digitale, c'est un sujet qui est très vaste, donc à la fois sur certains aspects c'est de mieux en mieux pris en compte, et puis sur d'autres il y a encore beaucoup de chemin à faire. Sur la partie que je connais le mieux aujourd'hui, qui est effectivement moi la relation client en ligne et notamment sur les réseaux sociaux, c'est un sujet évidemment sur lequel on n'a pas démarré aussi rapidement que dans d'autres pays comme les États-Unis par exemple, mais sur lequel aujourd'hui il se passe quand même beaucoup de choses, et qui en plus n'est plus et de moins en moins en tout cas perçu comme un centre de coût pour les entreprises, mais de plus en plus comme une opportunité de croissance, et puis en plus de satisfaire ses clients, qui est quand même quelque chose de très important, peu importe son business. Donc il y a eu un virage qui s'est amorcé il y a quelques années, qui continue aujourd'hui vers ces sujets-là, qui sont de mieux en mieux intégrés dans les entreprises. Ouais. Alors en 2013, quand vous créez Bringr, à quoi ressemblent vos premiers clients ? Quels sont leurs profils ? Alors de façon assez étonnante, nous on a commencé assez vite avec des belles marques. Notre premier client ça a été Carambar. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette opération qu'ils avaient menée en 2013 en annonçant la fausse mort des blagues dans leurs bonbons. Et en fait, voilà, notre outil a été utile pour l'équipe de Carambar et leur agence pour suivre les répercussions de cette annonce sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était notre premier client tout début 2013. Et puis, sur les 2 ans d'activité de Bringr, on a travaillé avec des gens comme BNP Paribas, Alstom, Sodebo, Lagardère et d'autres. Et du coup, effectivement, la réponse qu'on apportait à ce fameux problème de qu'est-ce que ça vous rapporte a su convaincre notamment des grands groupes qui étaient passés du stade de la découverte déjà un petit peu avant à un stade d'une maturité plus importante et qui nécessitait l'acquisition d'un outil comme le nôtre. Donc on a notamment travaillé avec des grands comptes. Ouais. Pour revenir à votre histoire peut-être plus personnelle, ou en tout cas votre aventure entrepreneuriale, vous quittez un moment vos emplois pour vous consacrer exclusivement à Bringr. Qu'est-ce qui vous fait passer le cap, en tout cas qu'est-ce qui vous fait basculer vers cette aventure business ? Alors moi j'ai rencontré mon associé François-Guillaume Ribreau quand j'étais à l'école. Je fais une école d'informatique à Nantes qui s'appelle l'EPSI, et en fait on avait déjà une appétence commune sur les sujets liés aux réseaux sociaux, et on s'était dit déjà à l'école ça serait intéressant qu'on monte quelque chose ensemble. Et donc on avait dès l'école, dès 2010-2011 commencé à faire des petites expérimentations techniques pour savoir ce qu'on était capable de faire avec cette matière-là. Et puis d'une expérimentation technique, il en est né un outil qu'on a commencé à montrer un peu à droite à gauche dans des agences ou chez quelques annonceurs dans la région. L'accueil a été hyper positif. On a participé à la compétition de start-up du Web Today en 2012, je crois. Pareil, accueil hyper positif. Et c'est là où on s'est dit, bon, a priori, l'outil qu'on a développé suscite un réel intérêt. Si on veut lui donner toute sa chance, il faut qu'on s'y consacre à 100%. Donc effectivement,
effectivement, on a décidé de quitter nos activités respectives, sachant que c'était une décision assez logique, parce que moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs aussi avant, et du coup, c'était très naturel et j'ai été largement encouragé dans mon entourage à sauter le pas. Donc voilà, ça n'a pas été une décision très difficile à prendre. Inscrit dans votre ADN. La stratégie, et je pense que c'est ça aussi un des facteurs clés de votre succès, c'est que la stratégie innovation chez vous, et ça c'est depuis le départ, vous continuez encore aujourd'hui à le cultiver, c'est que vous la concevez avec vos clients. C'est le retour de vos clients qui fait évoluer la plateforme. Ça paraît anodin de le dire comme ça, mais en fait, moi j'ai la chance de croiser beaucoup de porteurs de projets qui, pour beaucoup, ont des idées géniales, mais qu'ils craignent en fait de confronter au marché parce qu'ils ont peur qu'on leur pique leur idée. Et en fait, l'idée, notamment dans le numérique, ça compte pas. C'est l'exécution et la façon dont on va mener cette idée à terme qui va être déterminante. Et du coup, dès le départ, effectivement, nous, on a été confrontés notre idée et nos premiers tests qui étaient techniquement pas aboutis, qui étaient moches, etc. Mais on a été le confronter pour savoir si ça fonctionnait, si ça répondait à un besoin, comment est-ce qu'on pouvait l'améliorer au fil de l'eau. Et c'est effectivement quelque chose qu'on continue à faire aujourd'hui. Et dès qu'on a voilà une esquisse, un nouveau projet, une nouvelle fonctionnalité qu'on veut sortir, nos clients ou nos partenaires sont les premiers informés et ils nous aident beaucoup à développer tout ça. Oui. Alors le principe, pour le rappeler à nos auditeurs et qui comprennent bien de quoi il s'agit, c'est d'écouter, on va dire, sur les réseaux sociaux, les bonnes conversations en fonction des bons critères. Quels critères, très rapidement, en tout cas de façon précise, pour qu'on comprenne mieux le principe? En fait, l'objectif, c'est de permettre à nos clients de détecter les conversations qui sont à forte valeur ajoutée pour eux, parce qu'elles vont répondre à leurs objectifs métiers, pour qu'ils puissent rentrer en contact avec ces internautes sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc. Avec, au bout de la chaîne, la mesure de qu'est-ce que ce contact m'a rapporté, à la fois en satisfaction du client, mais aussi évidemment en chiffre d'affaires, en nombre de transactions réalisées sur le site internet, etc. Donc les critères pour les détecter, ces conversations à forte valeur ajoutée, c'est d'abord des mots-clés. Est-ce que l'internaute a utilisé des mots-clés dans le champ lexical de mon métier? Est-ce que c'est une personne qui est très suivie sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans une zone géographique qui correspond à mon activité? Donc on a beaucoup de critères comme ça pour aller détecter ces conversations à forte valeur ajoutée. Mais là, Simon Robic, vous êtes en train de nous dire que vous allez solutionner, que vous êtes en train de le faire là vous le faites depuis déjà quelques années maintenant, le pire cauchemar des responsables communication, à savoir anticiper le bad buzz, la communication notamment négative sur les marques, les services, les produits. C'est là, vous anticipez, vous êtes dans la communication de crise, dans la gestion de communication de crise avec cet outil. Alors ça peut être un usage, on a des fonctionnalités d'alerte qui peuvent envoyer des SMS lorsqu'il se passe quelque chose d'anormal sur les réseaux sociaux par exemple. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que nous on est un éditeur de logiciels, donc on va pas fournir du conseil ou de la prestation en gestion de crise, ça il y a des agences qui le font très bien. Nous, notre métier, c'est vraiment d'être éditeur de logiciel, d'accompagner nos clients dans l'utilisation du logiciel. Et on va en parler, mais d'autant plus depuis qu'on a intégré l'équipe d'iAdvise, où on a un tiers maintenant de notre équipe qui est dédiée à l'accompagnement de nos clients. Et oui, ça peut être effectivement une des utilisations. Maintenant, notre métier principal, c'est quand même ce que je décrivais à l'instant, c'est cette capacité à aller détecter parfois même juste un tweet, mais c'est le tweet qui est à côté duquel il faut absolument pas que je passe, parce qu'il est capital pour mon activité, et en parlant à cette personne, eh bien, j'ai de grandes chances de pouvoir réaliser une vente en fait, quoi. Voilà. Alors vous parliez de vos équipes justement, Simon Robic, à l'instant. Tous vos collaborateurs, il faudra que vous nous disiez si ça continue, si c'est le même principe chez iAdvise. En tout cas, vous les avez toujours considérés comme des entrepreneurs, que ce soit vous, le fondateur, jusqu'au stagiaire qui venait rejoindre votre team. Il ressemble à quoi le management chez vous? Est-ce qu'il est inexistant, horizontal? Est-ce qu'on est vraiment sur le principe d'autodétermination des salariés, principe de start-up? Alors, je ne sais pas si l'autodétermination c'est lié à la start-up ou pas. Je pense que ce qui est le propre de la start-up, c'est, en tout cas ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une vision claire. Et je pense que le rôle du dirigeant dans la start-up, c'est notamment de réussir à embarquer tous ses collaborateurs vers cette vision, en fait, de montrer un peu du doigt la direction dans laquelle il faut aller, d'expliquer pourquoi est-ce que c'est la bonne direction à prendre, et après de
d'inciter et d'encourager et de mettre à disposition tous les moyens possibles pour que les collaborateurs puissent délivrer cette vision et amener l'entreprise au moins là où on a décidé d'aller, et souvent parfois plus loin. Donc non, chez Bringuer, on n'était pas une entreprise libérée, même si c'est un modèle qui est très intéressant. On avait plutôt une vision vers laquelle tout le monde se battait pour aller, quoi. Alors les conditions d'acquisition, on en parlait effectivement, on l'a évoqué. Bringuer, donc acheté par iAdvice, c'est cette année que ça s'est passé. Donc, début d'année, oui. En début d'année. Je voudrais qu'on revienne sur ces conditions d'acquisition et le contexte dans lequel ça s'est fait. Comment est-ce que vous avez été approché par iAdvice ? C'est des gens que vous connaissez certainement, évidemment, auparavant. Alors oui, à Nantes, on a la chance d'avoir un écosystème numérique qui est très fédéré. Donc les acteurs se connaissent, se croisent régulièrement. Et Julien Hervouet, fondateur d'iAdvice, moi j'avais eu l'occasion de le croiser très souvent à Nantes. Donc on se connaissait. On n'était pas en recherche d'un acheteur chez Bringuer, parce que l'activité se portait très bien, très belle croissance, belle perspective, belle référence, on en parlait tout à l'heure. Mais lorsqu'on a commencé à discuter avec Julien, on a d'abord commencé à discuter d'un partenariat technologique, et on s'est assez vite rendu compte que les synergies entre nos deux entreprises étaient plus qu'évidentes, elles étaient naturelles, et que si on voulait que ça marche vraiment bien, il fallait qu'on le fasse réellement ensemble, et pas chacun de notre côté en essayant de construire des ponts entre nos deux entreprises. Mais ça veut dire que Bringuer était la brique qui manquait à iAdvice pour faire un service 360. C'est ça qui leur manquait aujourd'hui. Pour expliquer le métier d'iAdvice, c'est une entreprise qui a 5 ans, qui est leader européen aujourd'hui de la relation client instantanée en ligne, et notamment sur des canaux chat, call, donc téléphone, et puis assistance par vidéo, à partir du moment où tout ça se passe sur le site de l'entreprise. Et l'ambition aujourd'hui, qui est clairement affichée depuis l'annonce de notre rachat, c'est en fait de permettre tout simplement à nos clients de répondre à leurs propres clients, peu importe où ils se trouvent sur Internet. Donc iAdvice couvrait la moitié du champ, tout ce qui se passe sur le site de l'entreprise, et nous, on était capable technologiquement de couvrir l'autre moitié, tout ce qui se passe en dehors du site de l'entreprise, et notamment sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça nous a sauté aux yeux en fait en discutant avec l'équipe d'iAdvice. Et aujourd'hui, notre métier, c'est de réunir nos deux outils qu'on avait développés chacun de notre côté ces dernières années pour proposer une solution globale permettant à nos clients d'interagir avec leurs propres clients, leur communauté, leurs fans, les visiteurs de leur site, voilà, peu importe où ils se trouvent sur Internet, quoi. Simon Robic, montant de l'opération, de cette acquisition, 700 000 euros ventilés entre cash et actions. Je vais vous poser une question très directe. Est-ce qu'on peut devenir très vite très riche avec des solutions à forte valeur ajoutée comme celles que vous avez conçues ? C'est pas l'objectif en tout cas. L'objectif, c'est, je pense, et pour que ça réussisse, il faut que l'objectif que l'entrepreneur doit avoir en tête, ça doit être de résoudre un problème, de répondre à une problématique chez ses clients. Comme je disais tout à l'heure, je croise beaucoup de porteurs de projets, et il y en a beaucoup pour qui la première préoccupation, c'est d'aller lever des fonds. Nous, on n'a jamais levé 1 euro chez Bringuer. On a toujours fonctionné sur notre chiffre d'affaires. On était 5 collaborateurs lorsqu'on a revendu l'entreprise, et ces 5 collaborateurs vivaient grâce au chiffre d'affaires. Là aussi, pour beaucoup d'auditeurs de Sun, je pense que ça va paraître tout à fait naturel. Dans le milieu du numérique, il y a encore parfois cette idée de l'argent un peu facile, et je vais aller lever des fonds rapidement, et avec la start-up, je vais gagner beaucoup d'argent. Et en fait, non, il faut être un peu raisonnable entre guillemets, et aller chercher des clients. Et si ça se passe bien, eh bien, il peut y avoir un succès parfois. Et nous, on est très contents de cette aventure qui continue aujourd'hui avec les presque bientôt 130 collaborateurs d'iAdvice, quoi. Aventure que l'on va continuer de suivre, bien sûr, à Sun Business. Merci Simon d'être venu dans nos studios ce matin pour en parler. Comme certains de mes invités, je vous ai demandé de choisir votre playlist. Ça s'appelle My Sun Business. C'est l'occasion, avec vos collaborateurs, de choisir quelques titres qui vont suivre nos interviews. Thomas, vous avez choisi, Simon, un titre des Daft Punk. L'album était sorti en 2001, si je ne me trompe pas. C'est ça. Souvenir que ça vous évoque, et pourquoi ce choix ? Je suis un grand fan, et ce que j'aime beaucoup chez les Daft Punk, c'est leur côté perfectionniste, et tout est parfait dans leur album. C'est un album Discovery qui est assez fabuleux, parce qu'il prend des samples parfois d'une demi-seconde pour construire des morceaux qui sont mythiques aujourd'hui, et c'est ce travail parfait qui vraiment que j'apprécie beaucoup, et il se passe pas une semaine sans que j'écoute au minimum un de leurs morceaux. Donc j'ai saisi l'occasion en venant ici de pouvoir en écouter encore un. Voilà.
Excellente semaine, merci Simon, excellente semaine à tous les auditeurs de Sun et à mardi prochain. Salut Thomas Arnaud, bonne journée, excellente journée à tous. Bye. Et donc on entame la playlist My Sun Business tout de suite avec les Daft Punk, donc One More Time. L'information revient dans 3 minutes sur Sun. Tenez-vous prêts, trafic, info, météo. On fait le point complet sur vos conditions de circulation et sur l'info locale. Je vous souhaite à tous et à tous bien évidemment un bon début de journée à l'écoute du 93 FM. Bon courage si vous allez au boulot.